Pour réagir maintenant du côté d'Ottawa, je retrouve Marc Miller, qui est ministre des Services aux Autochtones. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Bon, une semaine plus tard, tout le monde est encore vraiment sous le choc par ce qui est arrivé à Joyce Echaquan. Je me demandais d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement, de ce qui est arrivé avec cette mère de famille? Bien, écoutez, comme peu importe le fait que je suis ministre des Affaires autochtones, j'ai été dégoûté, horrifié par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, parce que de ce que je continue d'entendre par les gens qui me sont proches, des Autochtones. Je relis le rapport Vian, le rapport sur l'Enfada, on voit l'accent qui est mis sur le racisme systémique qui revient dans le milieu hospitalier. La situation, plusieurs situations, qu'on parle de police ou qu'on parle de soins de santé, là où les gens sont les plus vulnérables. Alors, évidemment, comme je ne suis pas autochtone, les Autochtones vous diront qu'ils ne sont pas surpris. Plusieurs d'entre nous, comme Canadiens, comme Québécois, sont surpris. On est horrifiés, dégoûtés. Mais les Autochtones ne sont pas surpris, étant habitués à ce genre de traitement, coup sur coup, de façon systémique, à travers le Canada. Donc, ouais. D'une façon, je suis en train de réagir, mais comme ministre, évidemment, j'ai le devoir envers les Canadiens, les Autochtones, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et évidemment, on peut congédier des gens, mais si on ne reconnaît pas le fait que c'est systémique, que ça arrive à travers le pays, on ne peut pas procéder à des politiques appropriées pour éradiquer ce poison. Oui, parce qu'on a beaucoup dit depuis une semaine que ce n'est pas un événement isolé. Vous parlez de racisme systémique. Je me demandais, est-ce que vous avez un portrait de la situation au gouvernement? Savez-vous à quel point c'est répandu, ce genre de comportement envers les Autochtones? Bon, on a tous les rapports à l'appui, dont le rapport sur l'Enfada ou l'équivalent québécois, le rapport Vian, qui revient. Évidemment, les témoignages qui ont été déposés avec la commission sont d'une honnêteté que j'inviterais n'importe qui à aller reconsulter. Les témoignages sont là. On les réentend coup sur coup. J'ai des amis qui me contactent pour témoigner de leur propre expérience. On se dit, moi j'y crois toujours qu'on est le meilleur pays au monde, mais il y a des écarts, et évidemment des écarts énormes entre les pays, entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones. Quand on parle d'indices de développement humain qui est répertorié par les Nations unies, on parle d'un écart de 40 places, ce qui est inacceptable. Et cet écart est dû en partie, en moitié, aux écarts et aux gouffres qui existent dans l'administration des soins de santé au pays. Oui, vous parliez un instant du rapport de la commission FADA. Évidemment, c'est cette commission qui a été lancée par votre gouvernement en 2015, commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dont le rapport final a été déposé l'an dernier et qui concluait à un génocide racial envers les femmes quand même. C'est une conclusion qui était très forte. Quand on regarde ce qui est arrivé à Joyce Echaquan la semaine dernière, il y en a plusieurs qui se sont demandé est-ce que cette commission d'enquête, finalement, a donné quelque chose? Pouvez-vous nommer une recommandation du rapport qui a été mise en place, qui a donné des résultats, des suites? Écoutez, le Canada n'a pas hésité à agir. On pense aux deux lois importantes de la dernière session de ce gouvernement, dont la loi C-92, qu'il faut continuer de mettre en place sur la garde des enfants, la juridiction de la garde des enfants, l'intérêt des enfants autochtones, les investissements qu'on doit faire pour que les gens, pour que les communautés autochtones peuvent avoir le contrôle sur leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, la loi C-91 sur les langues autochtones, évidemment le dernier drame qui est survenu avec Joyce. On parlait de l'incapacité de se faire comprendre en Atikamekw lorsqu'on est en son plus vulnérable. Évidemment, on parle notre langue maternelle. Il y a plein de recommandations qu'il faut continuer de mettre en place. Il reste à en mettre en place. Il y a plusieurs recommandations qui sont des choses qui ne peuvent se faire du jour au lendemain. Ça, il faut le réaliser.
même sous le choc de ce qui s'est passé la dernière semaine. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'actions qui se font attendre. Je ne suis pas ici pour justifier le gouvernement fédéral. Nous sommes tous, d'une certaine façon, en deuil. Nous continuons d'être en deuil. Mais les Canadiens, les Québécois, les Autochtones, d'autant plus, s'attendent à ce qu'on agisse. Et on ne va pas attendre pour agir. On a vu les derniers mois les demandes qui nous ont été faites au niveau du racisme systémique qui existe à l'intérieur des corps de police à travers le Canada. Ce que les gens nous demandent, c'est de réagir et de réagir plus vite. Et c'est ce qu'on va faire. Oui, parce que quand on regarde cette histoire qui est survenue à Mme Echaquan, visiblement, il reste encore du travail à faire. Je veux vous entendre sur la pandémie de coronavirus et les communautés autochtones maintenant. On apprenait il y a quelques jours que les cas de COVID augmentent de façon inquiétante dans les communautés autochtones au pays. On a eu un bel exemple la semaine dernière de pourquoi les Autochtones peuvent hésiter avant de se rendre à l'hôpital ou au sein de différentes instances pour recevoir des soins de santé, des services de santé. Comment on peut prendre soin des Autochtones actuellement de la même façon qu'on prend soin des autres Canadiens pour les préserver de la COVID-19? Parce que c'est quand même tout un défi, non? Bien, évidemment, il y a plusieurs nuances à votre question. Question de juridiction primaire, c'est-à-dire les soins de santé sur les réserves. On a vu cette complication se manifester au tout début, la méfiance étant omniprésente envers le gouvernement fédéral. Ce qu'on a pu voir, et même si on a eu des résultats très positifs en ce qui a trait à la première vague, il y a toujours ce lien de confiance qui doit être tissé, qui doit être nourri. Et c'est en donnant des ressources financières, ressources physiques, quand on parle de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, aux communautés autochtones, en leur faisant confiance quand ils mettent en place des barrières pour témoigner de l'importance de ce qu'ils mettent pour pallier à cette épidémie, pour prévenir les éclosions. On a vu des succès quand il y a eu des éclosions dans des communautés qui sont très vulnérables, comme la Loche au Saskatchewan. On le voit dans des parties du pays plus rapprochés, comme Kahnawake, comme Six Nations en Ontario. Il faut leur faire confiance, il faut leur donner des ressources à l'appui, il faut continuer de leur donner des ressources à l'appui et ensuite procéder à cette réforme de longue haleine, c'est-à-dire des accompagnements culturels appropriés. Écoutez, ce n'est pas une surprise que si on a à déployer un vaccin, on aura à continuer à bâtir ce lien de confiance. On voit à quel point le vaccin contre la grippe saisonnière est moins revendiqué et utilisé par les peuples autochtones. Parce qu'ils ne veulent pas se pointer à un centre où ils vont se faire traiter de toutes les choses. Alors, c'est compréhensible. Et là, je mets à l'écart tout ce qui est arrivé par le passé en ce qui a trait au traitement du système de santé envers les Autochtones. Oui, et quand on regarde ce qui s'est passé à Joliette la semaine dernière, on peut comprendre que les membres de communautés autochtones ont de la difficulté, manquent de confiance envers les services de santé, peuvent hésiter à se rendre pour recevoir des soins dans les hôpitaux et d'autres centres de services de santé. Marc Miller, ministre des Services autochtones, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Merci. Bye-bye.